Re. Bon, franchement, merci. Merci pour toutes ces questions, ces réactions, très, très stimulantes, très intéressantes. Il faudrait simplement me donner, je pense que les amis, vous m'avez réservé une bonne part de vos questions, donc il faudrait simplement me permettre de répondre à toutes les questions. J'espère que ce sera possible. En tout cas, je commence par le commencement et je vais essayer de répondre à chacune des questions qui ont été soulevées. Alors, cher ami Karim Tchazi, comme tu l'as rappelé, nous partageons beaucoup de choses, donc ce n'est pas la peine de nous attarder sur tout ce qui nous réunit. Maintenant, effectivement, je pense que tu as soulevé très légitimement des vraies questions, sauf là aussi, à condition qu'on puisse simplement s'entendre là aussi sur le contexte et sur le cadre où tu poses la question. Tu fais la distinction entre le relatif et l'absolu, ben à partir de ce moment-là, on est d'accord. Vous savez, si on se met à relativiser, ben on est toujours d'accord. Je veux dire par là que, par exemple, pour prendre cette question de l'initiative privée qui me paraît une vraie question. D'abord, parce qu'on a vécu plusieurs fois l'exemple ou les cas historiques, notamment de la Corée du Sud, on a dit à juste titre, aussi bien Raja que Sil Razavi, vous avez mis en avant le rôle de l'État, très bien. Moi, je voudrais aller plus loin. Et je voudrais simplement dire qu'à côté de ce rôle absolument essentiel de l'État, je crois, et je pense que là aussi, il y a une très grande littérature maintenant sur la question. Ce qui a fait la différence en réalité entre la Corée et le Maroc, qui, je rappelle tout de même, non seulement ce que chacun sait, qu'au début des années 60, les deux pays avaient le même revenu par tête, etc. Mais je dirais même au niveau des choix dont je viens de parler tout à l'heure, grosso modo, l'État de Corée du Sud, au début des années 60, a fait les mêmes choix. Il a fait le choix du pari sur le privé et il a fait le choix de l'intégration dans l'économie mondiale. Et là aussi, le parallèle, on peut le prolonger. C'est vrai que l'État marocain, je l'ai dit, j'ai beaucoup insisté sur les différentes politiques qui ont eu pour objectif justement de soutenir, d'appuyer, de renforcer les bases du secteur privé. Mais oui, évidemment qu'en Corée, l'État s'est beaucoup impliqué, a beaucoup soutenu, a beaucoup encouragé, a encadré, etc. Donc on peut prolonger le parallèle jusqu'au point justement où on s'aperçoit la vraie différence en vérité entre l'expérience marocaine et l'expérience de la Corée, la vraie différence qui a fait ensuite qu'effectivement les deux courbes, les deux trajectoires ont divergé. J'affirme que la vraie bifurcation, elle s'est faite justement au niveau de la réaction du secteur privé, de la réponse du secteur privé. En Corée, encouragé, encadré, on est d'accord. Mais à un moment, les fameux chaebols, sont devenus ce que vous connaissez maintenant. Samsung, LG, Hyundai, etc., ce sont aujourd'hui des grands conglomérats privés. Et donc, en Corée, la différence est qu'à un moment de l'histoire, je pense qu'on peut le très raisonnablement situer cela au tournant des années 70-80, on va dire les choses comme on les dit. La bourgeoisie de Corée, qui a effectivement bénéficié de toutes les aides de l'État, à un moment, est devenue justement cette classe entrepreneur qui a su, d'abord c'est très important, prendre son autonomie vis-à-vis de l'État. Prendre son autonomie vis-à-vis de l'État. Avoir ses propres projets de développement. Avoir ses propres projets d'investissement. Avoir ses propres projets, c'est même ses propres laboratoires de recherche. Passer de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Avoir une politique de marketing à l'échelle mondiale. Ça, c'est la bourgeoisie, c'est la classe entrepreneuse de la Corée du Sud, ou même à une autre échelle, évidemment, de la Turquie ou de la Thaïlande, etc.
Maroc, malheureusement, nous n'avons pas vécu cela. Nous n'avons pas connu cela. Nous voyons aujourd'hui encore à quel point le patronat reste tellement... Que voulez-vous dire? Sincèrement, je veux rester courtois. Mais est-ce qu'on peut parler d'une autonomie déjà du patronat vis-à-vis de l'État quand on voit comment les dirigeants de la CGM sont désignés? Je veux dire, malheureusement, la vraie divergence, la vraie différence entre l'expérience marocaine et l'expérience asiatique, c'est qu'au Maroc, je peux vous assurer, je le dis pas avec plaisir, combien aurais-je aimé pour mon pays, pour le développement de mon pays, qu'effectivement, à un moment donné, eh bien oui, cette bourgeoisie qui a tant et tant et tant et tant bénéficié des avantages de l'État, soit en mesure de prendre son envol, d'avoir son autonomie, d'avoir son projet et de se mettre effectivement dans de vrais projets de croissance, de développement industriel, agricole, des services, bref, des projets. Ce n'est pas le cas malheureusement. On peut le déplorer, mais donc c'est pour ça qu'à mon avis, si on ne garde pas en tête cette idée fondamentale, et encore une fois c'est une donnée, on n'a pas, à la limite on n'a ni à s'en plaindre, ni à s'en vanter, c'est un fait malheureusement structurel qui, je répète, lié à la nature. Alors il faudrait revenir à l'histoire, aux relations de la bourgeoisie ou disons de ce qui fait fonction d'élite économique dans ce pays au 19e siècle et ses rapports avec le Makhzen, etc. On n'a pas le temps de tout ça. Il reste que pour les amis qui me disent à juste titre, qui me disent qu'effectivement on ne peut pas comme ça aussi facilement jeter le bébé avec l'argent avec l'eau du bain, etc. Donc en parlant du secteur privé, je dis pourvu que cette classe sociale arrive effectivement à avoir son autonomie et son projet. Et je l'ai dit dans mon intervention, j'ai dit qu'il n'est pas question de jeter l'anathème sur le secteur privé. Le secteur privé doit continuer à se développer. Sauf que, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai cité le haut commissaire au plan, j'ai cité El Halimi. Et je trouve qu'effectivement, son approche est tout à fait correspond à la réalité. C'est d'une certaine manière la chose. Il s'agit de dire la chose suivante. Les choses étant ce qu'elles sont. Les choses étant ce qu'elles sont. Il n'est pas raisonnable de continuer à parier sur un secteur privé qui, depuis 50 ans ou 60 ans, mon cher Razaoui, 65 ans. Moi, j'y compte 50 ans parce que je considère que la stratégie s'est élaborée à partir des années 60. Mais peu importe. Donc, depuis 50 ans, 60 ans, il n'est pas raisonnable de continuer à tout miser sur cette classe sociale, alors que, je répète encore une fois, de manière objective, tout indique, tout montre, qu'elle ne joue pas, qu'elle n'est pas en mesure de jouer le rôle. Donc je réagis comme le fait le haut commissaire, je dis, l'État n'a pas bien sûr à entraver le secteur privé. Il n'a pas à l'évincer, mais il n'a pas à attendre indéfiniment, donc à continuer à faire dépendre le développement de ce pays du bon vouloir entrepreneurial de ce patronat qui n'en est pas réellement, qui n'est pas à la hauteur de la situation. Donc voilà, très bien, si le secteur privé fait sa révolution un jour, tant mieux, tant mieux. Mais l'État ne peut pas se permettre enfin d'attendre indéfiniment. Donc il faut, d'où la nécessité d'orienter. Quand je dis reprends la main, évidemment, là aussi, il ne s'agit pas de revenir à des schémas éculés, il ne s'agit pas de revenir à la logique soviétique. Personne ne parle de cela. Nous dit une économie mixte, c'est une économie qui garde au secteur privé toute sa part, mais qui ne fait pas, qui pousse, qui avance sur tout ce qui peut relever d'une économie plus équilibrée où la logique collective, la logique publique, le bien collectif, la solidarité est primordiale. Alors, donc,
il y a un autre élément, franchement, dans ce que tu as dit, Karim, qui me gêne un petit peu. J'ai l'impression que une sorte il y a une crainte du public qui est presque associée, tu l'as dit, je pense, aussi, par exemple, à la rente, à l'économie de rente. Enfin, comme si le secteur privé n'était pas au cœur de la logique de rente. Un des grands problèmes là aussi des dysfonctionnements de cette économie, c'est que nous avons et les deux questions sont liées, hein, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la nature de cette bourgeoisie, en fait, a fait qu'elle a été tellement habituée, en fait, à vivre, non pas à partir de son propre mérite, justement, mais la méritocratie, bravo, qui serait contre la méritocratie? Très bien. Sauf que le problème, c'est que cette catégorie dont nous sommes en train de parler, c'est tellement habitué en fait à gagner, à accumuler ses profits, non pas sur le marché, non pas sur la compétition, non pas sur les gains de productivité, non pas sur la valeur travail, mais simplement sur sa proximité, disons-le clairement, avec le pouvoir politique. Le mariage malsain entre le pouvoir politique et le pouvoir et les affaires, soyons clairs, et les affaires, c'est une des plaies majeures. Mais regardez tout ce qui se passe depuis quelque temps, pour revenir juste à 2018. Qui est aujourd'hui au cœur des plus grands scandales d'entente, de népotisme, de rente, si ce n'est d'abord le secteur privé? Donc, soyons juste bien, sachant que, et ça c'est une précision qu'il faut absolument faire et clairement, il est évident que quand on parle de réhabiliter l'État, de réhabiliter le secteur privé dans ses fonctions d'accumulation et de répartition, attention, et tu le sais très très bien mon cher Kamel, nous ne parlons pas de l'État tel qu'il est aujourd'hui. Nous ne parlons pas de cet État qui, le moins qu'on puisse dire, est en déficit démocratique à différents niveaux. Nous sommes en train, nous parlons de l'État démocratique. Donc un État, d'ailleurs je réponds aussi à la question du secteur public, et on est dans l'actualité. Aujourd'hui on est en train de parler de réforme du secteur public. Mais enfin, peut-on oublier que le secteur public, la problématique du secteur public est en fait, au fond, la problématique de l'État? Peut-on imaginer une véritable réforme du secteur public sans commencer par réformer l'État? Je vais y revenir d'ailleurs à cette réforme de l'État. Mais c'est simplement pour dire, il suffit simplement de clarifier les choses pour qu'on s'entende, pour qu'on soit sur les questions de fond. Alors, je passe rapidement pour ne pas prendre trop de temps. Sur la question évoquée par Fouad Laroui. D'abord, je remarque, j'apprends qu'il y a une petite musique qui consiste à dire que le double choix était un mauvais choix. Vous savez, moi j'apprends cela et je peux t'assurer, mon cher, que je m'en réjouis. C'est très très bien qu'il y ait cette petite musique au sein de la commission et j'espère qu'elle deviendra une grande musique. Et ce genre de débat, à mon avis, est là pour essayer de donner de la consistance. Il ne s'agit pas de petite musique, il s'agit d'arguments de fond, il s'agit d'échanges qui permettent de convaincre et de se laisser convaincre sur les choses essentielles. Alors, sur le point essentiel qui a été évoqué, là aussi, encore une fois, soyons clairs, cher Al-Razaoui, tu l'as dit, personne n'a jamais parlé de se barricader derrière des frontières et de revenir à l'autarcie. Vous savez, honnêtement, je le dis là aussi comme tu l'as fait, cher Laoui, je le dis avec l'amitié et le respect. Mais vous savez, malheureusement, c'est trop souvent dans certains arguments, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Personne ne parle de l'hypothèse qui sous-tend la question. Personne ne dit que demain, on va empêcher les Marocains d'avoir leur Samsung ou leur truc. Par contre, est-ce qu'il est raisonnable de continuer cette ouverture-là? Moi, je ne dis pas l'ouverture. Je parle de cette ouverture-là. Et c'est quoi cette ouverture? C'est une ouverture qui s'est révélée complètement contre-productive.
C'est une ouverture où nous avons tout perdu. Et je l'ai expliqué. Pourquoi? Parce que nous avons pris les choses à l'envers. Au lieu de commencer par renforcer notre tissu productif et notre compétitivité et notre offre exportable, nous nous sommes mis à signer des accords de libre-échange, d'ailleurs des accords qui ont été mal réfléchis, mal étudiés, mal gérés, bref. Donc, là aussi, la question n'est pas de priver les Marocains de quoi que ce soit. La question est d'avoir une vision d'ensemble qui, alors, il faut être honnête et aller jusqu'au bout. La question de la démocratie telle que tu la poses, elle est intéressante. Mais enfin, honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire, Anna. Moi, être démocratie dans un pays, quand je vois par exemple l'offre absolument hallucinante de produits de luxe dans les magasins. Mais dans un pays où les 3/4 de la population, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont dû tendre leurs mains pour avoir 1000 dirhams de l'État pendant la crise Covid. Faut quand même là aussi, oui, là il faut relativiser. Je veux dire, vous savez, on manipule des notions de démocratie et de liberté. À mon avis, vous savez, c'est vraiment un terrain glissant. Moi, je crois fondamentalement que, tout bêtement, comme les grands que tu connais l'ont dit, la liberté s'arrête là où celle des autres commence. Et en l'occurrence, il y a des contraintes globales qui s'imposent à tout le monde. Il y a des contraintes. L'essentiel de la démocratie, c'est que dans l'effort, dans le sacrifice, que tout le monde, sans exception, soit au même niveau. Ça, s'il faut des sacrifices pour se restreindre, parce que nous avons, je rappelle, je l'ai dit, nous ne pouvons pas, qui peut imaginer qu'on continue à générer chaque année 20%, presque 20% du PIB de déficit commercial. C'est intenable. C'est intenable. Donc oui, d'une manière ou d'une autre, il faudra, j'ai dit, moi, l'expression que j'utilise, c'est repenser notre schéma d'ouverture. Oui, il faut repenser tout cela, mais sans pour autant verser dans les extrêmes, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il faut repenser notre schéma d'ouverture vis-à-vis de l'extérieur. Alors, la question, mon cher Ben Moussa, tu m'as réservé une bonne partie de tes questions, et là aussi, j'espère que j'ai la volonté d'interagir avec toi, d'échanger, tu sais que c'est toujours un plaisir, et je veux effectivement ne rien laisser dans les éléments que tu as avancés pour les discuter. D'abord, tu dis les choix passés. Non, je parle des choix actuels. J'ai dit les choix passés, bien évidemment. J'ai dit que ce sont des choix qui ont été faits dans les années 60-70, mais c'est des choix, justement, qui sont permanents, qui sont actuels. Aujourd'hui encore, regardez toutes les politiques, à commencer par les plans sectoriels, les grands chantiers, toutes les politiques publiques, je ne parle pas des ALE, etc., s'inscrivent dans ce double choix fondamental dont j'ai évoqué. Donc ce sont des choix d'aujourd'hui. Maintenant, tu me dis, c'est très bien, le problème de toutes ces rencontres, c'est que oui, on a 20 minutes, 30 minutes pour parler de tellement de choses. C'est évident que les 20 ou 30 minutes que j'avais ne me permettaient pas de rentrer dans les détails des instruments que tu as évoqués à juste titre. Mais il n'y a aucun problème. Chaque élément que tu veux nécessite un débat très très important. Je vais te donner quelques et tu dis, on aimerait bien quelques instruments, quelques positions, etc. Parfaitement, parfaitement. Alors, entendons-nous bien. D'abord, tu as les instruments. J'ai dit que, par exemple, si on veut réhabiliter les fonctions d'accumulation et de répartition de l'État, il est évident que cette réhabilitation ne va pas sans véritable système de financement qui soit pérenne, qui soit efficace, qui soit équitable. Et tu le sais bien, tu m'as dit la réforme fiscale, je vais te répondre. Moi je considère qu'effectivement, pour une raison très très simple, tu connais les analyses que je fais là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, il y a un ratio qui dit tout. C'est le ratio que moi j'appelle le taux d'autosuffisance fiscale. En clair, quand vous avez 100 de dépenses publiques, je parle du budget général de l'État, quand vous avez 100 de dépenses du budget général de l'État, vous avez à peine 60 de recettes fiscales. Tout le système fiscal permet de couvrir 60. Ça veut dire que, fatalement, le reste, pour la grande partie, vous allez le chercher dans l'industrie.
dans l'endettement. Et c'est ce qui fait que l'endettement est devenu une source structurelle d'équilibre dans le pays. Bien. Il faut donc une réforme fiscale. Il faut améliorer ce taux d'autosuffisance. Comment? Fixement, je ne vais pas. Il faudrait tout un truc pour décliner les différents éléments de la réforme. Mais s'il faut se tenir à quelques éléments, je m'en tiendrai à quelques éléments. Un, moi je pense qu'il faut commencer par l'impôt sur le revenu. On a un impôt sur le revenu qui est à la fois inefficace et inéquitable. Pourquoi? Tout simplement parce que, d'abord, il surtaxe les revenus moyens et les revenus du travail. Et quasiment défiscalise ou sous-fiscalise les revenus du capital. Or, un des principes les plus élémentaires, c'est de l'équité horizontale, ce n'est même pas de l'équité verticale. C'est qu'à revenu égal, impôt égal. Il faudrait qu'on arrive à un impôt, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faudrait qu'on arrive à réellement avoir un impôt général sur l'ensemble des revenus, qu'ils soient des revenus du travail ou des revenus du capital, pour les soumettre à un même barème d'imposition. Première chose. Deuxième chose, évidemment, marquer la solidarité. C'est à travers un barème progressif. Vous savez, une des grandes erreurs commises sur les 30 dernières années, c'est que justement, alors là, en succombant aux sirènes du consensus de Washington, on a baissé la pression fiscale, on a baissé, notamment surtout sur les hauts revenus et sur les grandes fortunes, et on se retrouve aujourd'hui avec un système qui n'est ni efficace ni équitable. Donc, il faut accroître la progressivité de l'impôt sur le revenu. Ai-je besoin de vous rappeler tout ce qu'il est? On a cité les travaux de Piketty. Il n'y a pas de mystère. D'ailleurs, avant de parler de cela, Piketty dit une chose très très simple. Il y a un niveau de pression fiscale en fait qui correspond simplement aux fonctions régaliennes de l'État. Si vous avez une pression fiscale de 10-12%, vous êtes capable de répondre tout simplement aux besoins de l'État régalien, l'ordre, la justice, etc. Par contre, pour aller vers l'État protecteur, l'État social, l'État de la protection réellement globale du citoyen, il faut augmenter le niveau de pression fiscale. Nous avons aujourd'hui un niveau de pression fiscale qui ne peut pas objectivement permettre de financer l'État social. Donc, je suppose que chacun est désireux. Donc, oui, il faut augmenter la pression fiscale, sauf qu'il faut l'augmenter surtout sur les parties de l'assiette fiscale qui aujourd'hui soit n'est pas fiscalisée, comme dans l'agriculture par exemple, soit très largement sous-fiscalisée, comme les revenus du capital, les profits, les plus-values, etc., etc. Donc, il faut augmenter la pression fiscale sur les hauts revenus et gagner les autres composantes de l'assiette fiscale qui aujourd'hui ne le sont pas. Deuxièmement, l'impôt sur les sociétés. Najib, on a encore 2-3 minutes. Moi, je veux répondre à mon ami. Oui, bien sûr. Hein. Mais il y a aussi à tous les collègues. Alors, en deux mots, moi je pense, je ne peux pas ne pas le dire, puisque tu me parles de réforme fiscale, c'est évident qu'il faut un impôt sur les grandes fortunes. Dans un pays où les inégalités sont ce qu'elles sont, il est impensable qu'on ne puisse pas avoir un véritable impôt sur les grandes fortunes. Il est impensable qu'on ne puisse pas avoir un impôt sur les successions, avec également une progressivité. Mais si j'ai le temps, je vous parlerai de l'expérience des pays qui nous donnent des leçons, hein, des pays européens et américains, historiques. Hein. Mais bon, on n'a pas le temps. Mon cher Moussaoui, tu sais très bien, sur les autres clans volés de la... C'est Najib, c'est qui Moussaoui? Pardon, Ben Moussa. Tu sais, très souvent, je te dis, mais c'est juste... Moi, Najib, je voulais dire que la commission, normalement, reçoit le détail des réponses, etc., par écrit, le cas échéant. Donc, d'accord, mais toujours possibilité de revenir et de détailler. Voilà. Non, je ne vais pas détailler, juste alors des têtes de chapitre. Sur la question de la politique monétaire, par exemple, est-ce qu'il est possible d'accepter ce qui est en train de se... Nous avons une politique qui n'est pas simplement orthodoxe, en fait. Moi, je considère que c'est du masochisme ce que nous sommes en train de faire. Tu sais très bien que, par exemple, la pseudo-indépendance de la Banque centrale est une aberration, du point de vue démocratique d'ailleurs. Du point de vue démocratique, mon cher Laoui.
Voilà un déni de démocratie. Des technocrates que personne n'a jamais élus et qui définissent les politiques décisives sur la vie quotidienne des gens. Bien, tu sais très bien, par exemple, une autre idée qui, personnellement, sur le plan toujours du financement, qui me tient à cœur et que je trouve sincèrement utile de la creuser au moins. Je ne dis pas, c'est la question de la conversion de la dette en investissement. Conversion de la dette intérieure. Je dis bien, parce que la dette extérieure, on l'a déjà convertie dans le passé. On connaît cette histoire. Là, aujourd'hui, ce qui est en question, c'est la conversion de la dette intérieure en investissement. Je peux t'assurer qu'à partir simplement de ce volet-là, de ce volet, on peut aller très très loin, dégager des moyens de financement considérables et régler au passage des problèmes comme par exemple celui de la Samir. Comme celui de la Samir. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on ne met pas en œuvre une telle solution pour régler un problème aussi important que celui de la Samir. Bon, bien. Est-ce que tu as évoqué une autre question qui me paraît importante. Nous n'avons pas été une économie libérale, nous sommes plutôt une économie mixte. Entendons-nous bien. Évidemment il y a toujours plus libéral que soi, il y a toujours moins libéral que soi, il y a toujours... Il est évident que tout dépend de là où vous mettez le curseur. Vous savez, moi, quand je vois les éternels revendications du patronat vis-à-vis de l'État. Vous savez, je pense toujours à ce fameux livre de François de Closet des années 60 qui s'appelait « Toujours plus ». Toujours plus. Alors lui, de Closet parlait des syndicats. Là, on parle du syndicat du patronat. Je veux dire, si on s'en tient à... Najib, le patronat est un syndicat. Exact, exact. Alors c'est le syndicat du patronat, alors que de Closet parlait du syndicat des ouvriers, enfin des salariés, etc. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment qu'on peut toujours trouver des choses qui manquent. J'ai dit d'ailleurs l'intervention du secteur public, elle était en principe, et j'insiste là-dessus, au départ du processus, l'intervention de l'État était tout à fait légitime, tout à fait compréhensible. Nous sommes au début de l'indépendance, nous n'avons pas encore justement une classe entreprenante capable justement de prendre en charge les choix de développement que nous avons faits. Je comprends que l'État investisse avec un secteur public, etc. Là où ça n'est plus, où ça devient un problème, c'est que, est-ce que, à mon avis, on oublie cette dialectique sur laquelle on oublie d'insister. C'est qu'en réalité, si l'État, si le secteur public, d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans les chiffres aujourd'hui, si les 2/3 des investissements, les 2/3 de la formation du capital fixe aujourd'hui dans ce pays sont encore publics, tout simplement parce que le secteur privé, justement, n'a pas été en mesure de prendre en charge l'investissement. Alors, on peut éterner aujourd'hui, oui, l'investissement privé, c'est quoi? Selon les chiffres de la Banque mondiale, c'est 1/4 de la formation du capital fixe. Comment vous n'avez pas de... Vous imaginez si l'État, dans cette situation-là, donc je répète, dans cette situation de défaillance du secteur privé, si l'État réduit ses investissements, ben vous n'aurez pas les 3% de croissance, vous aurez 1 ou 0 croissance. Donc, c'est pour vous dire qu'à un moment, on peut même arriver un peu à cette histoire de la poule et de l'œuf. La présence du secteur privé, du secteur public en elle-même peut être discutable. Il y a plein de choses que moi je considère, c'est le secteur privé qui gagnerait à les prendre en charge. Il y a plein d'investissements que l'État n'a pas à faire. Mais face à la défaillance du secteur privé, qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que, on a presque envie de dire, heureusement qu'il y a encore des investissements publics, parce que ça permet de maintenir un niveau de croissance, même si vous connaissez l'ICOR, l'ICOR est catastrophique. Et d'ailleurs, ceci explique cela. Moi, je considère que si l'ICOR, c'est-à-dire finalement cette relation entre le taux d'investissement et la croissance, est si catastrophique, c'est aussi parce que justement la plus grande partie de l'investissement, elle est publique. Et on sait que malheureusement, c'est là où on revient au système politique, une grande partie des investissements publics ne sont pas déterminés en fonction de critères d'efficacité, de rentabilité économique, sociale, financière. Malheureusement, sont déterminés plus en fonction de considérations, je dirais, allez, on va dire pour être simple, extra-économiques.
Je n'ai pas besoin de multiplier les exemples. Donc, c'est vous dire, vous voyez, personne ne souhaite l'intervention de l'État comme ça pour le plaisir de l'intervention de l'État ou du secteur privé. Mais il y a une réalité qui est d'abord liée à la défaillance du secteur privé. Je suis désolé, je rappelle encore, c'est une réalité qu'on peut dire amèrement, mais qui est là et qui impose donc ce changement, encore une fois, sans poser problème, sans désavantager, sans nuire au secteur privé. Il faut que l'État réoriente sa stratégie dans d'autres directions. Alors, il y avait une autre question sur la réforme, sur les responsabilités, la reddition des comptes. Et je vais terminer, si tu permets, Nordin, je vais terminer avec ça, si tu veux. Alors, là aussi, entendons-nous bien, parlons franchement, sans langue de bois, mais simplement, respectueusement, disons les choses. Nous sommes dans un système politique qui, par lui-même, se définit comme étant une monarchie exécutive. Une monarchie exécutive, c'est une monarchie où le chef de l'État, le monarque, est le chef de l'exécutif. Et tu sais très bien, mon cher, tout le monde sait très bien que le problème, en fait, au-delà de... Je ne fais aucun jugement de valeur, j'analyse très froidement les choses. Le vrai problème, du point de vue de l'efficacité des choix et de l'efficacité des projets économiques, c'est que le monarque qui prend des décisions n'est comptable devant personne. Justement, il n'y a pas de reddition des comptes. La reddition des comptes, elle est dans la Constitution, mais elle n'est pas là où se formalisent et se prennent les décisions qui engagent la vie économique de ce pays. Tout le problème, il est là. Et donc, comment peut-on dire, bien évidemment, multiplier les propositions sur le Conseil de la concurrence qui devrait être comme ceci, comme cela, sur le Conseil économique et social, les institutions dont tu as parlé, très bien. Bien sûr qu'il y a des solutions, il n'y a aucun problème. Si on ne règle pas, je répète, cette anomalie dans le système politique, encore une fois, cette anomalie qui consiste aujourd'hui, encore une fois, je vous dis, simplement à accorder la décision, je parle de la décision économique, nous sommes sur le champ économique. Les choix dont j'ai parlé tout à l'heure, ce ne sont pas des choix qu'ont fait des gouvernements, allez, soyons clairs, quand même. Soyons clairs, ce ne sont pas des gouvernements. Les gouvernements, ils viennent, ils partent, ils repartent, etc. Ces choix encore, comment les amender? Comment on fait les réformer? Comment on fait en sorte pour qu'il y ait d'autres choix meilleurs si on ne lit pas la légitimité des choix, la responsabilité et la reddition des comptes au plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire là où se prend la décision. Tout simplement. Là où se prend la décision. Et je répète encore une fois, appelez ce système ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Et ce que je veux pour que l'économie de ce pays se redresse, pour que l'économie de ce pays reparte de l'avant, mais je veux que les choix qui déterminent cette économie-là, qui vont déterminer ce que vous appelez votre modèle, le modèle de développement, que ces choix soient définis en cohérence avec, alors ce qu'on appelle en économie la préférence des consommateurs, si vous préférez utiliser le langage économique, la préférence, moi je préfère parler des besoins de la population, en cohérence avec les besoins de la population, dans une prise de responsabilité qui soit claire et assumée, et dans la reddition des comptes. Si, c'est ça ce que j'appelle tout à l'heure, ce que j'ai appelé tout à l'heure, le préalable. La première réforme, elle n'est pas économique, elle est politique, je suis désolé. Et si la Commission, je le dis avec respect, avec l'affection que j'ai pour les amis que j'ai, si dans votre rapport, vous ne mettez pas en avant, avec tout le respect nécessaire, toutes les formes nécessaires, là, il n'y a aucun problème. Mais il faut que les choses qui doivent être dites soient dites. Et la première chose, elle est celle-là. Parce que, autrement, vous pourrez faire les meilleurs choix économiques possibles, les meilleures propositions de réforme possibles, et malheureusement, dans le meilleur des cas,
elles subiront le sort du rapport du cinquantenaire auquel a fait allusion Al-Razaoui, et c'est tout. Donc, il faut quand même que, encore une fois, on sent un moment de vérité. Il faut qu'on arrive à un moment où on vit entre nous, clairement et franchement, les choses. Merci Najib, merci beaucoup.